m'entends très bien. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup d'être tous là, avec ce temps de cochon. Donc, je me présente, je suis le docteur Sophie Daudet-Chappet, j'exerce à Neuilly-sur-Seine. Et cette réunion a été organisée par la CPTS dans le cadre du campus senior. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de parler de la DMLA. C'est pas très drôle et à la fois, c'est très important d'en parler. C'est vraiment une pathologie pour laquelle la politique de l'autruche est une erreur majeure. Le but de cette réunion serait aussi, si beaucoup de Neuilliens s'y intéressent, grâce à l'aide de Madame Charveria, de pouvoir s'inscrire à l'association DMLA afin de créer une antenne à Neuilly. Vous verrez qu'en fait le soutien est très important dans cette pathologie et plus vous êtes nombreux, plus on pourra créer cette association. Alors, qu'est-ce que la DMLA ? On va voir évidemment la définition exacte de la DMLA. On va voir comment la détecter, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence, même si ce n'est pas une urgence, vous verrez qu'il y a des cas qui sont urgents. Donc en fait, c'est à la fois une maladie longue, mais à la fois une maladie... Ah, je suis désolée. Et on va voir aussi comment ralentir les complications et préserver la vue. Donc c'est une maladie, nous allons voir, qui est lente, mais il faut savoir réagir vite parfois. Les traitements et les thérapeutiques qui peuvent vous aider, il y en a que vous connaissez bien, et de nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes ici par simple curiosité ? Est-ce que vous êtes ici parce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous êtes ici parce qu'il y a un de vos proches qui est atteint et vous souhaitez l'aider, vous souhaitez comprendre ? Je vous dirais aussi que donc tout est enregistré là, vous aurez un lien, et pour vos enfants ou les gens qui sont proches de vous, ceux qui n'ont pas pu venir, il sera possible de réécouter la conférence avec les diapositives. Donc en fait, ceux qui n'ont pas pu venir pourront suivre de la même façon ce que je dis là. Alors, la vie, c'est ça la vie, c'est de pouvoir aller au marché, de voir les couleurs, de pouvoir déambuler tranquillement, de pouvoir jouer aux cartes avec ses amis, de pouvoir prendre la route au volant et de ne pas être un danger, ni pour soi ni pour les autres, de pouvoir jouer avec ses petits-enfants. Donc, pour vivre bien, vos yeux sont vraiment précieux. C'est essentiel. On dit la vie, c'est la vue. C'est vrai. Et la vue, c'est la vie. La DMLA, la définition exacte, c'est la dégénérescence de la macula liée à l'âge. Mais là, l'âge, c'est 50 ans. C'est pas 90 ans, c'est 50 ans. Donc aujourd'hui, les gens de 50 ans, si vous leur dites qu'ils ont une DMLA, ils disent bah non, lié à l'âge, non. Eh ben oui, c'est dès 50 ans. C'est la principale cause de malvoyance au-dessus de 50 ans sous nos latitudes. Évidemment, en Afrique, c'est pas ça la cause de cécité. Mais nous, c'est celle-là. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la macula. C'est une zone centrale de la rétine qui est située dans l'axe égal de la rétine, vraiment l'axe de la rétine. Alors là, j'ai un petit pointeur. Vous voyez, le rayon lumineux, il arrive comme ça, il traverse la cornée. La cornée, c'est ce qui est totalement transparent, qui est devant votre œil. Ici, vous avez l'iris, qui est la partie colorée, qui est percée par la pupille. Le rayon traverse tout ça et il va sur cette petite zone de la rétine. Vous voyez, il y a même une encoche. Cette encoche s'appelle la fovea. C'est vraiment 2 mm² où tous les photorécepteurs sont rassemblés. C'est terrible de se dire que ces 2 mm² sont essentiels à notre vision et que c'est très riche en cellules visuelles et c'est merveilleux et à la fois c'est terrible. Voilà. Alors le vitré, c'est important aussi que vous le connaissiez. Je fais complètement une parenthèse, mais tout ce gel qui est là, vous avez peut-être entendu des gens qui vous disent j'ai un décollement du vitré. C'est ça, c'est pas très grave, c'est comme un fruit qui se décolle et ça n'a pas d'importance. Donc revenons à notre macula. Si j'arrive, ah oui, c'est pas ce bouton, pardon. La macula, c'est donc la vision fine, c'est la vision centrale. Donc c'est la vision qui permet de reconnaître les visages, de distinguer les détails. C'est vraiment... Tiens, j'ai toujours ma flèche, ça m'embête, mais bon.
et de distinguer les détails et donc de lire. Donc la macula, c'est la lecture. Vous savez, on dit quand on perd la vision de loin, c'est plutôt la cataracte, la vision de près, c'est la macula. Donc le cristallin, on l'a vu tout à l'heure, c'est au milieu, c'est pas ça. Donc, voilà un fond d'œil normal. Normalement, un œil normal, quand on le regarde en consultation, on fait leur fond d'œil et on voit, c'est vraiment pratique ce petit truc, c'est génial. On voit le nerf optique qu'on voit tout de suite et qui ne nous intéresse pas. Ça, c'est la pathologie du glaucome et c'est pas de ce dont on parle. Et on voit cette minuscule petite zone là et ça, c'est la macula. Et donc, c'est incroyable que ça soit cette petite chose-là qui soit si importante. Alors là, j'ai dit que l'œil est normal. Vous verrez plus tard que ces petites taches-là commencent déjà à poser des questions. L'œil normal, aujourd'hui, le fond d'œil ne peut plus se passer de l'OCT. Quand votre ophtalmo ou quelqu'un vous dit « je dois faire un OCT », qu'est-ce que c'est que ça? On parle anglais, vous savez maintenant, donc c'est la tomographie par cohérence optique, à l'envers. Donc l'OCT, c'est un scanner de l'œil. Ça nous permet d'étudier les couches qui sont en dessous. Donc là, on a la choroïde, c'est ce qui vascularise l'œil, en gros. Hein. L'épithélium pigmentaire avec la membrane de Bruch, les photorécepteurs, l'épithélium pigmentaire et la rétine. Donc ça, c'est très important de faire des OCT. Vous verrez que c'est essentiel pour la surveillance, pour le rythme des traitements et pour savoir comment ça va. Aujourd'hui, c'est un examen courant. Alors, ça passe plus, tiens. Voilà. Alors, voilà un examen d'œil atteint. Alors, au fond d'œil, vous voyez que là, pour le coup, on commence à voir vraiment des petites taches. J'ai pas le bon truc, là. Ça y est? Non. Ah, le pointeur ne veut plus pointer. Si, ça y est. Alors, là, on a vu que le fond d'œil, il y a des taches. J'avais mis normal tout à l'heure, mais voilà. Pardon, et vous voyez que là, les petites taches qu'on avait vues qui n'étaient pas vraiment normales tout à l'heure, là, elles sont devenues collées à la macula. La macula est là et c'est vraiment pas beau. Là, on voit ça, on se dit, oulala, à l'OCT, je vais trouver quelque chose. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit, que c'est soulevé, ça, c'est pas très grave. Avec ça, on voit très bien, pourtant, c'est énorme. C'est ça qui est grave. Ça, il y a de l'eau, il y a du liquide. Et quand il y a du liquide, on va voir, on a une déméla humide. Alors, ça, c'est encore d'autres notions. Oui. Alors, je vous refais quand même en 3D une vision de l'œil et de la macula. Donc, on refait exactement les mêmes choses. On traverse, donc on a la cornée, le truc transparent qui est devant, la partie colorée, l'iris, on passe à travers la pupille et on arrive à la macula qui est là. Et non pas la grosse chose que vous voyez qui était le nerf optique et qui n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc la macula est vraiment là et la différence entre un œil normal et un œil atteint, la macula, on vient de le dire, il y a des photorécepteurs, il y a des vaisseaux en dessous, c'est de la choriocapillaire, il y a une membrane de Bruch. Alors cette membrane de Bruch, on n'a pas besoin de retenir, mais elle est essentielle. Cette membrane, c'est elle qui isole les vaisseaux de votre rétine. En fait, la déméla, c'est une rupture de cette membrane qui va créer un envahissement de la rétine par le liquide. Donc cette membrane, elle est très importante. Ensuite, il y a l'épithélium pigmentaire, les photorécepteurs avec les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires, donc, et la membrane limitante interne. Quand les vaisseaux font une effraction de cette membrane de Bruch, ils coulent littéralement sous la rétine, ils font un épanchement, ils traversent et ils font un décollement et une déformation de la rétine. Donc au lieu d'avoir ce bel entonnoir qui est normal et physiologique, on se retrouve avec une effraction et un soulèvement. Ça, c'est la déméla exsudative, celle qui est humide. Là, on va en parler justement. Donc il y a ce que vous avez vu au début, les stades précoces où il y a des petites taches blanches et où c'est pas très grave, mais il faut quand même déjà traiter. Et puis on arrive à la déméla avancée. Donc là, on dit vous avez une déméla. Et là, elle est de deux sortes, ou atrophique ou exsudative. Alors, les choses ont beaucoup changé.
Parce qu'autrefois, on disait « Oh, vous avez une DMLA atrophique, c'est pas grave. Ça prend tellement de temps que vous avez le temps. Vous avez une DMLA humide, c'est catastrophique, ça va aller très vite, etc. » Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé puisqu'on sait traiter la DMLA exsudative avec des piqûres qui sont efficaces et qu'on n'a pas tellement progressé pour la DMLA atrophique. Alors, il y a des tas d'espoirs, hein. Ne vous inquiétez pas, là, ça continue de beaucoup avancer. On arrive même sur des greffes de cellules souches rétiniennes. Donc, vraiment, il y a des choses qui bougent. Mais aujourd'hui, en pratique, malheureusement, on n'a pas encore de traitement pour la DMLA atrophique. Alors, les voilà en photo, en fond d'œil et en OCT. Donc, à gauche, vous avez la forme sèche, atrophique, qui est donc évolution lente, la plus fréquente, mais pas de traitement. Et à droite, la forme humide, néovasculaire, avec une évolution rapide. Vous voyez bien, alors vous allez me dire, c'est soulevé des deux côtés. La forme sèche atrophique, en fait, vous allez dire c'est soulevé. Oui, c'est soulevé, il ne faut pas que je me trompe de bouton cette fois. Voilà, c'est soulevé, mais c'est rempli. C'est en fait du tissu atrophique, ce sont des dépôts. Donc en fait, on ne voit pas, parce qu'effectivement, il y a un obstacle, mais il n'y a pas de liquide. Donc vous voyez là, il n'y a pas d'eau, d'accord, il n'y a pas de liquide. Mais on ne voit pas mieux, puisqu'en fait, il y a un gros dépôt et c'est une forme qui n'est pas facile à traiter aujourd'hui. Dans l'autre, humide, là, on voit qu'il y a un DSR, ça s'appelle, un décollement séreux, rétinien. Et ça, on va faire une piqûre et ça va disparaître. Et comme là, il n'y a pas de dépôt, on va revoir. D'accord ? Alors, là, c'est un exposé assez succinct. Il est évident qu'on peut assécher une DMLA humide et elle passe à la forme atrophique, malheureusement, parce qu'il peut y avoir à la longue des exsudats et elle devient atrophique. Et la forme sèche peut parfois avoir des exsudats. Donc tout d'un coup, elle se met à être humide et il faut faire des piqûres, alors qu'on avait dit il ne faut pas piquer. Donc il faut être très méfiant dans les définitions. Les formes peuvent changer. Dans tous les cas, la seule chose très importante, c'est de surveiller. Alors il y a une autre forme qui est très fréquemment rencontrée, c'est ce qu'on appelle les druses. On va vous parler de druses. Ce n'est pas encore une atteinte visuelle, l'acuité visuelle n'est pas impactée, mais c'est là qu'il faut agir. Parce qu'en fait, on voit ça au fond d'œil, et les gens voient très bien. Moi, je vois fréquemment des gens qui arrivent en disant ça va, et puis je me retrouve sur des druses calcifiées, comme on a ici. Vous voyez, là, la zone, elle est préservée. Donc, les gens ont 10 dixièmes. Mais là, il faut agir. Il ne faut pas attendre gentiment que ça grille, que ça devienne séreux, exsudatif. Si là, on fait un OCT, on va probablement voir des problèmes. Et quand ils sont périphériques, là, on peut se dire j'ai le temps, ils ne sont pas encore dans la macula, c'est le moment de surveiller des tas de facteurs qu'on va voir pour dire arrêtez de fumer, faites de l'exercice, prenez tel médicament, on va voir ça. Là, il faut beaucoup réagir. Alors, est-ce que je suis à risque ? C'est pour ça aussi que c'est très important de comprendre que les facteurs héréditaires, il est énorme. C'est 4 fois plus de DMLA quand dans la famille il y a une DMLA. Je demande tout le temps, la première question, c'est est-ce qu'il y a de la DMLA dans la famille ? S'il y a de la DMLA dans la famille, on ne va pas attendre de faire des OCT à 80 ans. À 50 ans, on commence à déjà regarder s'il y a quelque chose. Et les fonds d'œil, évidemment, sont importants. Mais vous voyez qu'il y a un autre facteur de risque qui est le tabac, qui est autant que l'hérédité. Donc, quand j'entends des gens dire « j'ai une hérédité, oui, mais je fume quand même, bon, ça va pour le moment », je dis « les pauvres, dans 20 ans, on ne sera pas bien ». Les yeux clairs et le soleil, il y a un risque plus élevé, tout simplement parce que la lumière, ça crée un stress oxydatif et ça abîme les photorécepteurs. Donc, se protéger du soleil, c'est essentiel aujourd'hui. Et la surcharge pondérale augmente aussi le risque. Alors, on ne sait pas combien les yeux clairs et le soleil, on l'a remarqué, ces statistiques, on ne sait pas. On n'a pas de référence exacte. Et la surcharge pondérale, on a remarqué en faisant des études prospectives que c'était important de faire de l'exercice physique. La très mauvaise nouvelle, c'est que ça se bilatéralise et que quand on a une atteinte d'un œil,
on a 50% de chance d'avoir l'autre œil atteint dans les 5 ans. Et on a 73% d'avoir l'autre œil atteint dans les 10 ans. Donc, c'est pas drôle. Voilà, ça c'est sûr. Donc, il faut être très, très vigilant pour prévenir, guérir et trouver des solutions. Donc, il faut faire le maximum pour prévenir. Alors, l'autosurveillance, ça c'est un test essentiel. On va vous en donner tout à l'heure. Vous aurez à votre disposition beaucoup de choses, notamment des schémas d'Amsler. Cette grille, elle est toute bête. Ça pourrait être n'importe quel bloc-notes. Il y a un point noir au milieu. On met ses lunettes de près. On place cette grille à 33 cm, donc à distance de lecture. On cache un œil et on regarde comment sont les lignes, si les lignes sont bien à côté ou pas. Et on fait ça avec un œil, puis avec l'autre, toujours avec ses lunettes. Et on le fait une fois par semaine. Il y a même des grilles, vous verrez, qui sont là, qui sont autocollantes. Vous pouvez les mettre sur votre frigidaire. Et une fois par semaine, vous faites le test. Voilà. Je suis sidérée. Combien de fois j'ai des gens qui arrivent en consultation en disant « j'ai une baisse de vision ». Très bien, venez, on va regarder ça. Quel œil ? Ah, je ne sais pas. Les gens ne cachent jamais un œil et l'autre pour voir quel œil va moins bien. Donc ça, c'est essentiel. Mais même les enfants, quand ils sont myopes, ils voient moins bien au tableau. Ah, puis il y a un œil qui voit 2/10 et l'autre très bien. Ils ne savent pas. Donc, habituez-vous et dites-le autour de vous, testez les yeux. J'ai encore vu la semaine dernière un monsieur, parce qu'il a pris des photos, s'est rendu compte qu'il ne voyait rien de cet œil. Il n'avait pas pris de photos depuis longtemps. Avec les téléphones, on n'a pas besoin, et voilà. Bon, donc, grille d'Amsler, c'est essentiel et c'est simple. Voilà ce qu'on voit. Soit on a au milieu, on ne voit pas rien, on a un scotome négatif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la zone centrale. Soit on voit une tache, ça c'est un scotome positif. Soit on voit des lignes déformées. Ça, on l'entend beaucoup, il y a eu beaucoup de publicité à la télévision pour ça. Mais c'est vrai que si vous ne faites pas le test avec un seul œil, vos lunettes et la bonne grille, on ne voit pas les lignes déformées. Le cerveau est très malin, il préfère l'œil qui voit bien que l'œil qui ne voit pas, et il enlève l'autre. Là, vous allez avoir les représentants de la société Audiesight. Je les ai fait venir parce que ça vient d'être remboursé par la Sécurité sociale et l'ARS, ça a été pris en charge. C'est une application qu'on peut mettre sur son smartphone. Ça doit être prescrit par votre ophtalmo, mais c'est assez génial. Ça vous permet de regarder votre vision, de la tester. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. On n'est pas obligé d'aimer, mais c'est très facile. Et ça permet d'être tout de suite en lien avec votre ophtalmo et de programmer un OCT pour la surveillance. C'est entièrement pris en charge par la pauvre Sécurité sociale. Voilà. Alors, pour prévenir la démêlée, je reprends la nutrition essentielle, les poissons gras, les légumes verts, les fruits, pas que les légumes verts, les crucifères. Tout ce qui est chou, c'est essentiel pour la vision. La protection solaire, les lunettes anti-UV, UV évidemment. L'activité physique, il faut surveiller son poids, sa tension, il ne faut pas de facteurs vasculaires mauvais. Donc, c'est important de s'entretenir. Et, je répète encore, les fumeurs, très, très mauvais. Voilà. Alors, je vais parler un peu des suppléments AREDS. AREDS, c'est une étude américaine qui a plus de 25 ans et qui a fait une étude sur je ne sais plus combien de milliers de cas, et avec des associations de vitamine C, zinc, de la xéaxanthine, du resveratrol, etc., on arrive à faire du bien. Alors, ça ne guérit personne, ça stabilise dans 50% des cas, ça peut améliorer dans 10%, moi je dirais. Mais en tout cas, c'est bien pour les stades précoces. Quand on n'a rien, ça ne sert à rien de les prendre. Hein. On n'en prend pas à 15 ans parce que peut-être dans la famille, non. Ça sert quand ça commence, pas avant. Et puis, il ne faut pas les prendre, oui, pas n'importe comment. Et pourquoi c'est sur prescription ? Parce que, par exemple, les oméga. Si on prend des oméga 3, ben les oméga 6, ils ne pénètrent pas. Donc, en fait, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est toujours bon de prendre des vitamines, mais vous savez que le magnésium ne rentre pas en même temps que le calcium, etc. Donc, en fait, c'est très important que ça soit prescrit et qu'on ne prenne pas en même temps toutes les vitamines. Alors, pour la démêlée humide, d'accord, c'est la forme la moins fréquente, 15% environ, mais on a des traitements.
Alors les traitements, ce sont les piqûres qui font d'énormes progrès. On a maintenant des espaceurs du nombre d'injections parce qu'on dose mieux les produits et on a des protocoles très suivis. On a vu, ça fait diminuer les néovaisseaux et donc en fait, c'est des anti-VEGF, ça veut dire que ça pompe, si vous voulez, en quelque sorte le liquide. Et on arrive, alors on a toujours le même protocole maintenant, on fait 3 piqûres à 4 à 6 semaines d'intervalle, et puis après, on fait un OCT, et où c'est déjà bien, et on espace à 6 semaines, où il y en a encore, on fait 4 semaines, et puis après, on s'en va sur la pointe des pieds. Le traitement de la DMLA humide, c'est un peu comme un diabète. On n'arrête pas. On doit tout le temps surveiller, et quand ça revient, on retraite. Alors, il y a plusieurs, je ne rentre pas dans les détails, Prorenata, traiter Nextend, on peut choisir la façon de traiter. Mais la bonne façon, c'est d'espacer en partant tranquillement, c'est comme ça qu'il y a le moins d'injections sur le long terme. Et alors les piqûres, ça fait pas mal, pour ceux qui n'en ont pas, je vous préviens, c'est pas marrant, je vois ici une de mes patientes qui en a, ça ne fait pas mal, c'est pas agréable du tout, s'il faut venir, c'est pas marrant, on met un champ, on met une tenue stérile, etc. Ça n'est pas douloureux. Mais si c'est efficace, on est bien content. Le problème, c'est que quand on espace, on est bien content. Mais on est surtout bien content quand on vous dit que ça va mieux. Voilà. Donc le bénéfice majeur, c'est si c'est débuté tôt. Et donc, il ne faut pas attendre, il ne faut pas avoir peur de les piqûres. Ça, c'est important. Et j'ai demandé à Nicolas une chasse taupe, parce qu'il ne faut jamais lâcher la surveillance. Dès que ça revient, paf, il faut taper. D'accord ? On ne laisse pas revenir. On ne dit pas « Ah, zut, encore une piqûre », on dit « Ah, ouf, on va faire quelque chose ». Voilà. Maintenant, si la DMLA est déjà installée, invalidante, là, on a Cathy Bernard qui va nous expliquer qu'on a vraiment une rééducation basse vision qui est essentielle. Donc je lui laisse la parole maintenant. Je reprendrai, et d'ailleurs après à l'association DMLA, je reprendrai la parole après, parce qu'il n'y a pas que les traitements, il y a l'orthoptiste. Bonjour à tous, merci à la CPTS, merci aussi à Sophie pour cette conférence sur un thème qui m'est très cher. Et merci de me laisser la parole pour pouvoir vous expliquer quel est le rôle de l'orthoptiste dans ce contexte. Ce que je voulais dire au départ, pour démarrer, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas le réflexe, c'est vrai, d'envoyer d'adresser les patients DMLA chez l'orthoptiste. Alors que l'orthoptiste, elle a quand même un rôle qui est assez essentiel, selon moi, sur ce sujet. Alors déjà, l'orthoptiste, elle est là pour faire une évaluation fonctionnelle. L'évaluation fonctionnelle, ça va permettre d'avoir un socle de départ, des mesures initiales pour permettre de suivre l'évolution. Mais ce sont des tests qui vont être faits par l'orthoptiste qui sont différents, qui sont complémentaires des autres tests effectués comme l'acuité visuelle ou les examens complémentaires d'ophtalmologie. Là, on va rentrer dans d'autres tests, d'autres évaluations qui vont nous permettre aussi de savoir ce qui se passe, parce que c'est vrai que, je pense que Sophie, tu seras d'accord avec moi pour dire que on a beaucoup de patients DMLA qui parfois décrivent, qui ressentent une évolution, mais que nous, on ne perçoit pas avec la mesure de l'acuité visuelle, par exemple, ou même à l'OCT. Et pourtant, il se passe quelque chose. Alors, l'orthoptiste va démarrer par ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un entretien avec le patient qui va être quand même assez long, parce que le but, c'est évidemment de mettre en évidence les symptômes, des signes fonctionnels, mais également de comprendre quel est le contexte de vie du patient et qu'est-ce qui s'est passé dans l'avant-après la baisse de vision. Est-ce que depuis la baisse de vision, le patient a des difficultés, par exemple, dans ses déplacements? Est-ce qu'il a des difficultés à lire son courrier, à se préparer à manger, à faire ses courses, etc. Tout ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qui lui manque le plus, parce qu'évidemment, la demande la plus importante, en général, la plus forte, c'est de pouvoir relire,
Mais pas toujours. Il y a certains patients qui n'aimaient pas spécialement lire, par contre qui aiment en effet, par exemple, jouer aux cartes et qui aimeraient pouvoir continuer à le faire. Donc, le bilan, qu'est-ce qu'on fait pendant le bilan ? Eh bien, on va évaluer le reste visuel. Je mets entre guillemets le reste, parce que reste, ça ne veut pas dire que c'est plus grand-chose, ça peut être un grand reste ou un petit reste, mais en tout cas, on va évaluer ce qu'il reste comme vision. Et pour pouvoir évaluer ce qui reste, évidemment, on va avoir la mesure de l'acuité visuelle, évidemment, de loin et de près, mesure précise de l'acuité visuelle, et puis on va pouvoir demander au patient d'effectuer ce qu'on appelle un champ visuel de Goldman. Le champ visuel de Goldman, je vous montre ici, je vous ai mis une image ici. Le champ visuel de Goldman, ça permet de déterminer tout ce que le patient arrive à voir dans son champ de vision, tout en regardant droit devant lui. Donc on va mettre en évidence quelles sont les zones qu'il voit et les zones qu'il ne voit pas ou qu'il ne voit plus ou qu'il voit moins bien. Donc ici, par exemple, c'est le champ visuel d'un œil droit. Et vous voyez ici, au centre, peut-être, qu'il y a toute une zone hachurée. Ça, c'est la zone qui ne voit plus. Ça correspond justement aux atteintes type DMLA, où on a le centre qui est atteint. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, pas très loin du centre, il y a une zone ici de vue. C'est-à-dire que le patient arrive à voir, il arrive à voir tout autour de cette tache hachurée, il arrive à voir tout autour, mais là, dans cette zone-là, il arrive à voir des tailles de lumière assez petites. Donc ça va être intéressant à mettre en évidence. Et puis, dans l'évaluation de ce qui reste comme vision, on va aussi se poser la question, est-ce que les deux yeux fonctionnent bien ensemble et s'entraident, ou est-ce qu'ils sont en conflit ? Parce que parfois, c'est ce qui se passe, il y a un œil qui voit moins bien que l'autre, et on se rend compte que quand on le cache, eh bien, l'œil qui voit mieux, par exemple, eh bien, voit encore mieux sans l'autre. Voilà, c'est pas toujours le cas, et ça, il va falloir le tester, le mettre en évidence. Et puis, une fois qu'on a évalué ce qui reste, le but, ça va être de savoir si le patient est capable de bien utiliser ce qu'il reste. Donc, je reviens ici sur l'image du champ visuel, c'est-à-dire que est-ce que le patient est capable de bien utiliser ce qui lui reste ? Donc on voit qu'il reste pas mal de choses, et notamment cette zone-là, mais est-ce que cette zone-là, il l'utilise ou pas ? Parce qu'évidemment, c'est pas évident pour le cerveau. Depuis qu'on est né, on regarde avec le centre de notre vision, avec notre macula. C'est très compliqué d'un coup de changer ça. Surtout que c'était la zone qui voyait le mieux. Et que cette petite zone-là à côté, elle voit moins bien que le centre, c'est sûr. Enfin, elle voyait moins bien... c'est pas qu'elle voit moins bien que le centre. Aujourd'hui, là, sur cet examen-là, cette zone-là, elle voit mieux que le centre, puisque le centre ne voit plus. Okay ? Et donc, il va falloir tester, évaluer si le patient et si le cerveau du patient a compris qu'il fallait maintenant utiliser cette zone-là. Okay ? On va pouvoir également évaluer la fixation. Alors là, je vous ai mis une image qui représente un test, ce qu'on appelle avec un eye tracker. Donc ça s'appelle de l'oculométrie, avec un eye tracker qui permet de mesurer très précisément et objectivement la position des yeux lors de la fixation, des saccades oculaires, des poursuites oculaires, etc. On va pouvoir enregistrer concrètement ce qu'il se passe. Et là, vous voyez, on a tout un petit nuage de points. Ça c'est l'œil pour l'œil droit, ça c'est pour l'œil gauche, qui montre que la fixation est instable, parce que l'objet à fixer est situé vraiment au centre des ronds, là, et on voit la fixation qui s'en va un petit peu partout, qui est instable. Donc ça, on va évaluer, voilà, cette chose-là, et puis on va pouvoir aussi évaluer les stratégies d'exploration visuelle et de lecture. Alors attendez, hop, non, il y a un truc qui va pas, ouais, ok, donc là c'est une petite vidéo qui permet de le montrer, mais ça bug un peu. Bon, vous voyez, ici, on a en effet tout un tas de points qui vont se situer à différents endroits dans l'image. En fait, on va observer comment le patient explore une scène visuelle. Est-ce qu'il a des bonnes stratégies ou pas ? Est-ce qu'il voit tout ? Est-ce qu'il va tout regarder, etc. On va pouvoir mettre ça en évidence.
Et ici, alors là, bon, c'est pareil, mais sur la lecture en fait. C'est pareil sur la lecture. Donc on va demander au patient de lire et puis avec un eye tracker, on va pouvoir mesurer exactement comment se positionnent les yeux et quelles sont ses stratégies et si tout va bien ou pas. Là, on voit que ça va pas très bien. On se rend pas trop compte là parce que bon, on n'entend pas en même temps la lecture, mais on voit que les yeux passent d'une ligne à l'autre de façon assez compliquée. Il y a des retours en arrière, il y a des pertes de fixation, etc. Donc, pardon, je reviens. Donc voilà, on évalue si le reste visuel est bien utilisé. Et puis, on va ensuite pouvoir proposer des aides optiques. Enfin, on va pouvoir tester si on obtient une amélioration avec un système grossissant, avec des aides optiques, ou avec une meilleure lumière, peut-être sur le poste de travail, ou avec des filtres aussi qu'on va pouvoir mettre dans les lunettes, ce qu'on appelle des filtres monochromatiques, qui permettent d'enlever certaines longueurs d'onde de la lumière qui sont très gênantes pour les personnes atteintes de DMLA parfois. Ça, c'est au cas par cas, il va falloir tester. Et puis, est-ce que on pourrait guider le patient sur l'utilisation de l'informatique, des tablettes, etc., avec la possibilité de grossir soi-même, sans avoir forcément une loupe, un système grossissant, mais grossir soi-même sur l'écran. Est-ce que je vous ai tout dit sur ce sujet-là? Oui, non, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que en fait, l'aide optique, donc le système grossissant, on va le proposer seulement si, justement, le reste visuel est bien utilisé. C'est-à-dire que s'il y a un problème de fixation, je reviens sur cette image, si le patient n'est pas encore capable d'utiliser cette zone qu'il voit et qu'il est toujours en train de regarder avec la zone qu'il ne voit pas, ça va servir à rien d'amener par-dessus un système grossissant. Parce que ça voudrait dire qu'on grossit quelque chose qui n'est pas vu. D'accord ? On grossit quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc il va falloir d'abord réadapter la vision du patient, donc avec tout un tas d'exercices qui existent pour le faire prendre conscience de cette zone et l'aider à bien l'utiliser, à bien stabiliser la fixation avec cette zone pour ensuite amener une aide optique grossissante qui va grossir, donc une zone qui voit. Et puis donc, quand l'évaluation initiale montre que la rééducation orthoptique pourrait être intéressante, eh bien on va proposer donc de la rééducation, donc ce qu'on appelle une rééducation basse vision ou une réadaptation visuelle, qui va nous permettre donc de trouver quelle est la meilleure excentration, donc d'essayer de positionner son œil différemment pour utiliser les zones qui voient mieux, stabiliser la fixation comme je le disais, améliorer l'exploration visuelle, les saccades, le passage à la ligne lors de la lecture. Et puis, donc ensuite, quand l'aide optique, le système grossissant est là, eh bien on va pouvoir aider le patient à l'utiliser et à s'entraîner. Je voulais vous montrer ici, à nouveau, donc on retrouve le champ visuel de tout à l'heure. Il y en a un autre ici, je suis désolée, la qualité elle n'est pas terrible, mais en fait on voit le centre ici avec les rayures, donc c'est à nouveau la zone qui ne voit pas, et on voit ici tout autour une sorte de croissant ici vers le bas, qui lui est une zone perçue par une toute petite lumière. Donc là on sait que c'est une zone qui fonctionne bien et il va falloir aider le patient à l'utiliser. Donc on va là ici chez ce patient l'inviter à excentrer son regard vers le haut pour que cette zone-là vienne au milieu. Et ici par exemple c'est excentration vers le haut et vers la droite pour que cette zone-là revienne au milieu. Ici, on voit un avant-après. Vous voyez, la réadaptation, là, a permis de stabiliser la fixation chez ce patient. Donc, on voyait au départ la fixation qui était complètement instable et qui se stabilise ensuite. Ici aussi, on voit les... Pour terminer, on voit... Je voulais vous montrer simplement les stratégies visuelles de lecture qui se normalisent. Voilà, hop.
Bon, c'est en comparaison avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait beaucoup de pertes de fixation, et on voit qu'ensuite, les choses peuvent considérablement s'améliorer. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, pour terminer, en fait, tous les patients ne sont pas éligibles à la rééducation orthoptique. Il y en a certains pour qui ça peut apporter beaucoup de choses et d'autres, malheureusement, ça ne sera pas nécessaire de rééduquer. Mais dans tous les cas, je pense que pour le savoir, déjà, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan orthoptique. Et puis, de toute façon, pendant le bilan, l'orthoptiste elle va aussi tester les besoins en aide optique, donc elle va pouvoir guider le patient vers un équipement en aide visuelle et puis plein de conseils dans la vie du quotidien pour permettre d'aller mieux et d'optimiser son quotidien. Voilà. Merci. Bravo Cathy, c'était génial. Et c'est vrai que pour être très simple, moi je dis juste aux gens, le centre est fichu, mais juste à côté, ça va sûrement bien. Allez voir quelqu'un. Et on a la chance d'avoir Cathy, qui est exceptionnelle pour la rééducation basse vision. Malheureusement, on n'a pas tant que ça d'orthoptistes qui s'intéressent à la basse vision, parce que les patients DMLA, c'est plus difficile que des petits jeunes qu'on rééduque en 2 secondes. C'est des gens qui sont souvent un peu dépourvus, un peu déprimés, qu'il faut aussi pousser à faire les efforts, à décentrer leur regard. C'est pas facile, comme dit Cathy. Et donc, c'est essentiel d'avoir des gens... il faudrait avoir un vraiment bon réseau basse vision, parce que les gens, et toujours l'intérêt de cette antenne à Neuilly, il faut vraiment que les gens s'entraident pour trouver les endroits où aller. Parce que quand ils vont voir un orthoptiste, j'ai encore eu le cas d'une patiente à qui on a mis un verre grossissant chez l'ISAC, qui est pourtant bien, mais il n'y avait pas eu de bon bilan avant, et donc elle ne s'adaptait pas du tout avec ce verre. Donc si on fait grossir un endroit qui ne voit pas, ça ne sert à rien. Et puis il y a beaucoup de systèmes, donc Cathy tu n'as pas dit, mais l'association des MLA le sait sûrement, donc je vais laisser la parole à M. Amblat, mais on a aujourd'hui des téléphones qui font tout pour vous, qui peuvent lire, enfin c'est incroyable ce que ça a développé. Donc ça, pour avoir dans la famille des gens très atteints, ils se débrouillent incroyablement bien, on leur lit leurs textos, on leur rappelle leurs choses, enfin c'est des aides énormes. Mais ça, c'est là que l'association est importante, parce qu'il faut avoir des gens qui vous expliquent que ça existe, parce que tout le monde ne le sait pas, évidemment. Alors je passe la parole au vice-président de l'association des MLA, M. Amblat. Merci beaucoup. Merci au CPTS de nous avoir invités. Merci à Bérangère Charveria qui s'est donné beaucoup de mal pour faire cette réunion. Et merci à la mairie qui a accepté de nous recevoir et d'organiser cette conférence. Alors, je n'ai pas de DMLA, je ne suis pas médecin. Mais mon épouse avait une DMLA qu'elle a eue assez jeune, et en fait, elle a été sauvée, entre guillemets, par l'orthopsie, et elle a suivi des séances d'orthopsie pendant assez longtemps, ce qui lui a permis de lire pratiquement jusqu'à son décès. Bon, avec des aides optiques, mais ça, c'est autre chose. Alors, la DMLA, c'est une maladie je ne sais pas si c'est... Voilà. La maladie, un de ses problèmes, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas, c'est une maladie silencieuse. Vous croisez quelqu'un, vous ne savez pas qu'il a une DMLA. Et si la personne qui a une DMLA vous croise et qu'elle ne vous dit pas bonjour, il y a un risque de confusion et vous allez dire « elle me fait la tête ». Non, elle ne fait pas la tête, elle ne vous voit pas. Bon, donc ça c'est problématique. La deuxième chose problématique, c'est qu'il y a une vue vraiment fugitive de certains objets. L'exemple, c'est une miette sur du carrelage sur des tomates. La personne qui a une DMLA va voir cette miette, elle va dire « Ah, mais il y a une miette, t'as pas fait le ménage ?» Non, c'est pas vrai. Le ménage a été fait, mais il restait une miette. Et l'instant d'après, elle verra plus la miette.
Et le problème, c'est que les gens qui la côtoient ne croient pas qu'elle a une maladie. Elle dit « tu dis que tu es malade, mais c'est pas vrai ». Donc, c'est important de bien dire que l'on a une DMLA. Et l'association est là pour écouter, informer et vous soutenir. Alors, l'année dernière, on était à un congrès, le Salon des seniors qui était à Bordeaux, et on avait organisé un dépistage. Et puis, il y a une dame qui passe, je ne sais pas, elle avait une soixantaine d'années à peu près, mais elle faisait assez jeune. On lui dit « mais est-ce que vous voulez vous faire dépister ?» Elle dit « non, c'est pas la peine, j'ai une DMLA ». Alors, on l'interroge un peu plus, et elle dit « oui, j'ai vendu toutes mes affaires parce qu'on m'a dit que j'allais devenir aveugle, donc j'ai vendu ma télé, j'ai vendu tous mes meubles, j'ai gardé mon lit, j'ai vendu mes affaires de cuisine parce que je ne pourrais plus rien faire, etc. » Et au bout d'un certain temps, on lui a parlé, elle a dit « je regrette d'avoir vendu mes affaires ». Bon. Donc c'est pour ça que c'est important de soutenir les gens et de les informer sur ce qu'ils peuvent encore faire. Il y a l'autopsie en particulier, et puis il y a des moyens qu'ils peuvent utiliser. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui était plus âgé, qui est venu nous voir un jour, et en fait il avait sombré dans l'alcool parce qu'il voulait oublier. Il disait de toute façon c'est pas grave, je vais mourir, je vais être aveugle. C'est pas vrai. Et on l'a incité à faire une cure de désintoxication, etc. Il a fait la cure et après il allait beaucoup mieux. Bon. Donc il faut informer. Alors à l'association DMLA, il y a un numéro vert qui est le 0800 880 660 pour avoir un certain nombre de renseignements, mais il y a aussi ce qu'on appelle le fil DMLA, c'est un certain nombre de personnes qui ont une DMLA et avec lesquelles vous pouvez converser en appelant, et c'est quand même plus facile de parler à quelqu'un qui a la même maladie que vous, qui a les mêmes problèmes, et ça permet de débloquer certaines situations. Il y a déjà une chose commune, c'est cette maladie. C'est pas forcément un bien, mais c'est une façon d'avoir un lien commun, et généralement ça se passe très bien. Alors, il y a autre chose, pour vous informer, il y a il y a un site qui s'appelle monoeil.help qui a été fait par des ophtalmos et sur lequel vous pouvez poser les questions directement, on vous répond instantanément. Ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, mais je vous conseille quand même d'essayer. Mon œil, c'est facile à retenir et vous pouvez essayer, c'est gratuit. Ça ne donne pas toutes les explications, bien sûr, mais ça donne des informations de base, non seulement sur la DMLA, mais sur d'autres pathologies oculaires. Alors, pour ne pas rester seul, il y a une autre solution, qui est malheureusement pas partout, c'est d'avoir des antennes. Alors, il y a le projet d'une antenne à Neuilly avec Bérangère Charveria. Vous pouvez peut-être vous lever pour que tout le monde vous voit. Bon. Dans ces antennes, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait des lieux de rencontre entre des personnes qui ont une DMLA. Ce que l'on constate, c'est que après un certain nombre d'échanges, il y a une atmosphère de sympathie qui s'installe et les gens, j'allais dire, se mesurent les uns par rapport aux autres. Plus exactement, ils relativisent leur maladie. Il y en a qui sont très atteints, il y en a d'autres qui sont moins atteints, et généralement ceux qui sont moins atteints disent quelle chance j'ai de ne pas être aussi atteint. Bon. Alors, ça permet d'avoir aussi un certain nombre de conseils et un certain nombre d'orientations, et ça permet aussi d'avoir des
des séances d'information avec différents métiers. Ça peut être des orthoptistes, comme madame. Ça peut être des opticiens basse vision, ou ça peut être des nutritionnistes, on a parlé de nutrition tout à l'heure, ou ça peut être un ophtalmologiste qui vient. La semaine dernière, il y avait une ancienne ophtalmo de Créteil qui est allée faire un exposé sur la DMLA à l'antenne qui est à Paris, à côté du métro Passy. Voilà, c'est l'antenne qui est puisqu'il n'y a pas d'antenne encore à Neuilly, c'est l'antenne qui est à côté du métro Passy dans le 16e. Alors, il y a un projet d'antenne à Neuilly pour justement pouvoir renseigner, informer et se faire rencontrer, avoir des groupes de parole pour les gens qui ont une DMLA. Je vous assure, c'est vraiment utile d'échanger. Parce que la DMLA ne se voyant pas, et comme il y a des risques, avec, comme je le disais tout à l'heure, de confusion avec les personnes que l'on voit, il faut, le dire, mais deux, peut y avoir un certain... Les gens ont quand même tendance à se renfermer sur eux, et ça, c'est un moyen de sortir un peu de soi. Alors, vous pouvez vous informer sur l'association a un site internet, et puis il y a une lettre pour les adhérents dans lequel il y a, je crois qu'il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'informations sur cette lettre. Il y a beaucoup d'informations sur la recherche parce que malheureusement, en allant sur Internet, on trouve un peu de tout. Et il ne faut pas forcément croire tout ce qui est écrit. J'ai oublié de dire qu'en ce qui concerne les orthoptistes et les opticiens, ils n'ont pas le droit de mettre, enfin, surtout les orthoptistes n'ont pas le droit de dire qu'ils font de la basse vision. Donc, il faut absolument, si vous consultez un ou une orthoptiste, s'assurer que c'est bien une spécialiste en basse vision. C'est une spécialité qui n'est pas... et tous les orthoptistes ne sont pas spécialistes en basse vision. De même, pour les opticiens, tous les opticiens ne sont pas spécialistes en basse vision. Ils ont généralement une formation complémentaire. Basse vision. Basse vision. Voilà. Je vous remercie. Je repasse la parole au docteur Chappé. Je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements, et je vais préciser même qu'il est très important que les gens qui résident à Neuilly, qui sont atteints de DMLA, s'inscrivent tout à l'heure auprès de Mme Charveria et de l'association DMLA, car la mairie est prête à mettre à disposition une salle s'il y a un nombre suffisant, évidemment, de résidents neuilléens qui souhaitent cette association. Donc c'est très important d'être moteur dans cette création d'antennes, car comme me le dit M. Amblard et Mme Charveria, la première très convaincue, il faut absolument que les gens se rencontrent. Moi, je suis très désespérée. Entre hier et aujourd'hui, j'ai eu 2 patients atteints de DMLA, très déprimés. Une à qui on a mis un verre de grossissant sur une zone qui ne va pas et qui a passé des heures chez un opticien à l'ISAC spécial basse vision, mais qui n'avait pas eu une bonne orthoptiste avant. Donc ça suppose qu'il y ait des bons intervenants à chaque niveau. Et ça, c'est pas évident. La deuxième chose que je dis à tous mes patients, je dis aveugle, c'est ça. Vous ne serez jamais comme ça. Et ça, c'est un truc que je fais à la DMLA. On se débrouille toujours. S'il y a le feu, vous ne serez pas emprisonné. Vous avez une vision périphérique. Et quand Cathy vous explique ces zones extraordinaires avec des gens qui descendent leur regard et qui arrivent à récupérer, comme a expliqué aussi M. Amblard, il y a des pistes. Donc il ne faut pas désespérer. Et malheureusement, les gens isolés, forcément, ils désespèrent. Ils sont seuls. Ils voient qu'ils ne peuvent plus lire, qu'ils ne peuvent plus conduire et tout ça. Ben, ils boivent et ils dépriment. Donc c'est vraiment dommage de ne pas être soutenus. Donc le but aujourd'hui, c'est d'informer, d'expliquer
et surtout de s'organiser pour la suite. Voilà. Donc, il va y avoir des tables là pour que vous puissiez vous inscrire à l'association DMLA avec Madame Chaveria, dehors. Et puis, il y a beaucoup de documentation que je vous ai apportée. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Et puis, il y a les gens de chez Odysite qui vont également être à votre disposition pour vous expliquer comment faire pour pouvoir bénéficier de cela. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis évidemment disponible pour toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez une question générale maintenant, je vous passe le micro. Si c'est plus personnel, on en parlera tout à l'heure. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ? Merci. T'as pas allumé, oui. Oui, je voulais poser comme question, est-ce que les opticiens qui font donc les piqûres pour la DMLA envoient systématiquement son patient voir un orthoptiste? Alors, d'abord, ce n'est pas les opticiens qui font les piqûres, heureusement, pas encore. Ce sont les ophtalmos. Hein. Donc, les ophtalmos sont, Cathy peut me le dire, malheureusement, pas toujours très liés avec les orthoptistes. Oui, je me suis trompée, c'est pas... Oui, mais c'est pas grave du tout, ils y croient pas. Moi, j'en vois pour d'autres pathologies énormément de gens, par exemple, qui ne supportent pas les verres progressifs pour faire de la rééducation, et les gens sont transformés. Ils supportent très bien leurs verres. Mais il y a de nombreux ophtalmos qui ne prennent pas au sérieux l'orthopsie. Et dans la DMLA, vous avez raison, parce que aussi, on ne peut pas leur reprocher. Peut-être qu'ils ont envoyé une orthoptiste qui n'était pas spécialiste basse vision, qui n'a pas su trouver cette zone où on pouvait faire de la rééducation, que donc ils ont dit finalement ça ne sert à rien. Donc c'est vrai que malheureusement, un, il n'y pense pas, et deux, parfois, il ne tombe pas bien. Oui, parce que mon mari, ça fait des années qu'il a des piqûres pour la DMLA, et en fait, on ne lui a jamais proposé ça. Jamais. Eh ben, vous en parlerez la prochaine fois. Voilà. Alors, vous irez voir Cathy Bernard. Donc, je vais lui en parler parce que je trouve que c'est intéressant. Ben, c'est plus qu'intéressant. Voilà. Merci. Je voudrais juste faire un commentaire à partir de là-dessus. Avant, on parlait des 3 O. C'était ophtalmo, orthoptiste, opticien. Normalement, c'est les 3 professions qui sont la main dans la main pour pouvoir vous soigner. Malheureusement, l'accès à l'orthopsie n'est pas toujours donné. De mon expérience personnelle, l'orthopsie amène énormément. Mon épouse était déprimée et en fait, ce qui l'a sauvée vraiment, c'est l'orthopsie. Alors, l'orthopsie nécessite aussi une certaine continuité dans les rendez-vous, etc. Il faut pas désespérer parce que on va pas changer, ça va pas faire un miracle du jour au lendemain. Il faut un certain temps, mais c'est absolument indispensable pour pouvoir commencer à revoir un petit peu et à lire. Madame, vous aviez une question, oui. Non, derrière vous. Moi, c'est personnel, mais je crois que ça... Alors, personnel, c'est après, mais ça si vous voulez bien. Non, mais ça peut probablement... Je serai à votre disposition. Intéresser tout le monde. Parce que moi, j'ai une DMLA sèche et plusieurs fois, j'ai demandé des ophtalmos, ayant une maison en Provence avec quelquefois une lumière très forte, comment me protéger. On me dit, ça ne sert à rien de vous protéger, il n'y a aucun problème. Alors que tout à l'heure, dans l'exposé... Casquette et lunettes. C'est-à-dire voilà. Une visière et des lunettes. Ouais. Nombre de marins, de joueurs de golf sont atteints précocement à cause de la lumière. Donc, c'est visière et lunettes. La visière enlève 50% de la lumière déjà. Oui, ça j'ai remarqué. Je ne vais pas être méchante, mais il y a même des moutons aveugles en Écosse. Donc on n'a plus l'ozone, la couche d'ozone est abîmée. Les rayons sont très méchants sous l'hémisphère nord. Donc c'est important de se protéger des C'est de la important. lumière. Je vous le confirme. Maintenant, quand c'est déjà atteint, ils disent peut-être que ça ne sert plus à rien, mais ça, c'est pas très... Vous pouvez mettre aussi un grand chapeau. C'est ce que je dis. C'est plus élégant qu'une casquette, mais ça fait le même effet. La visière, mais on ne l'a pas toujours sous la main. Oui. Madame, vous avez parlé tout à l'heure de l'urgence. Il y a des cas urgents. Oui, les cas urgents, c'est justement pour ça qu'Odysite est là. C'est la personne, en fait, qui a une DMLA, qui est suivie. Ça se passe très bien. Donc, le dernier OCT était très bien, la dernière visite était bien. Et elle fait son suivi avec Odysite, ou la grille, et tout d'un coup, paf, il y a une tache où ça se déforme.
Et là, il y a urgence à repiquer. On ne doit pas attendre 3 mois ou 6 mois. Parce qu'on a des patients, quand on espace, on les pique que tous les 3 ou 4 mois. Mais parfois, il faut repiquer. Et là, il ne faut pas traîner. Parce que je dirais que l'œil, quand il a été habitué à être perméable, il est très perméable. Et donc, ça revient très vite. Donc, c'est ça l'urgence. Oui, on va vous donner le micro peut-être. Merci. Est-ce qu'il y a un âge limite où la maladie, si c'est une maladie, ne se déclare plus? Alors malheureusement pas. Et les chiffres sont un peu méchants parce qu'on dit qu'en 2050, au-dessus de 80 ans, il y aura plus de 50% de la population atteinte. C'est-à-dire qu'on est en train de constater qu'il y a une réelle augmentation de la DMLA. Et d'abord, la population est vieillissante, d'accord, mais on pense que c'est lié aussi à des facteurs nutritionnels, puisqu'on sait que... et héréditaires, ça, bien sûr, mais nutritionnels et de facteurs physiques. Il y a de plus en plus de gens obèses, il y a de plus de gens qui se nourrissent mal et qui fument et qui... Voilà. Donc, en fait, l'hygiène de vie est essentielle. Et malheureusement, ce qu'on mange, on en est de moins en moins sûr. Voilà. Bon, j'ai des drusènes stables. À 80 ans. Je pose la question en général. Est-ce que l'usage absolument compulsif des écrans, est-ce qu'on le mesure aujourd'hui et est-ce que c'est un risque à terme? On mesure beaucoup l'usage des écrans, mais sur les populations jeunes, alors ça, c'est une autre épidémie mondiale qui nous guette et qui est déjà bien connue, c'est la myopie. Et la myopie scolaire devient dramatique et on sait qu'il y a plus de 95% dans les pays asiatiques, Corée, etc., qui sont tout le temps devant les écrans de myopes, plus de 95%. Hein. Et il va y avoir une épidémie mondiale, effectivement, de myopie. Et malheureusement, vous savez peut-être que dans les écoles, on donne des écrans, parce que c'est l'air du temps. Et en fait, on préconise au moins 3 heures à l'extérieur pour ne pas développer cette myopie. Alors, pour la DMLA, je dirais on n'a pas de recul. Vous, quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas devant les écrans, donc on ne sait pas le dire aujourd'hui. La lumière des écrans, a priori, ne serait pas dangereuse, mais bon. Alors, je voulais juste ajouter qu'il y a en fait deux sortes d'écrans, c'est technique, mais il y en a une qui est un peu moins nocive, je dirais, que l'autre. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui est conseillé aussi, c'est de ne pas regarder un écran de façon continue, mais de faire une interruption toutes les 20 minutes et de regarder au loin pour changer... Pour s'habituer un peu. C'est pour la myopie. Toutes les 30 minutes, il faut relâcher. Voilà. Et effectivement, une simple carte postale avec un point de fuite peut suffire. Il faut lâcher le regard. C'est-à-dire le lâcher, c'est évidemment regarder loin, c'est facile. Mais si on regarde une carte postale qui a un point de fuite, on va relâcher. Ça, c'est Cathy qui le sait mieux que moi. On relâche son regard parce que le cerveau, il part, il sait partir sans avoir de réelle distance. J'ai une question concernant le lien entre cataracte et DMLA. Est-ce qu'on peut opérer de la cataracte quand on est atteint de DMLA? Tout à fait. Alors le problème, c'est juste le choix. En fait, quand on fait des piqûres, par exemple, j'ai une patiente là qui va être opérée juste après la piqûre. C'est-à-dire qu'en fait, on attend juste d'avoir piqué pour opérer la cataracte. Ça n'a rien à voir. La seule chose, c'est qu'il faut bien savoir... On préfère opérer des gens qui ont une rétine impeccable pour qu'on ait une récupération impeccable. Mais quand il y a une DMLA, on ne va pas rajouter en plus la cataracte parce que, pour le coup, la vision périphérique, elle est bien contente d'avoir beaucoup de clarté. Donc, on peut opérer la cataracte. Oui, on peut. Ah, pardon, il y a une question là, au deuxième. Voilà. Et là, bon, moi, je voulais poser la question suivante parce que plus souvent, j'ai entendu dire que de se faire opérer de la cataracte, ça pouvait provoquer une DMLA. Vous avez tout à fait raison. Et ça a été le cas toujours tant qu'on faisait des extractions du cristallin à l'ancienne. Maintenant, on ne casse plus. Alors, je pourrais revenir complètement en arrière. Il y a une petite membrane derrière le cristallin. Le cristallin, c'est comme un oignon.
D'accord ? Il y a plusieurs couches. Et en fait, quand on opère le cristallin aujourd'hui, on laisse la dernière couche, qui s'appelle la capsule. Et on laisse cette capsule postérieure qui crée un arrêt entre le devant et le derrière, tout simplement, la chambre antérieure et le derrière. Donc la rétine ne subit aucun traumatisme, puisqu'on va manger avec des ultrasons le cristallin, l'extraire, mettre un implant à l'exacte place du cristallin, et on ne va en aucun cas créer de problème derrière. Autrefois, quand j'ai commencé, à 40 ans, on gelait le cristallin avec quelque chose de froid, une cryode, et on accouchait le cristallin. C'est-à-dire qu'on d'abord on faisait une entaille de 2 cm au lieu de 2 mm, et on enlevait le cristallin. Et ça aspirait la rétine, et dans les 6 mois qui suivaient, il y avait beaucoup d'atteintes maculaires. C'est pour ça qu'on a arrêté. Et quand vous dites autrefois, il y a 10 ans ou il y a 40 ans? Non, il y a 10 ans, c'est fini, ça fait, je vous dis, 40 ans, ça. Moi, j'ai opéré en extracapsulaire il y a 40 ans. Donc c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de danger maintenant. Non, plus aucun danger maintenant. Et autre chose, mettez-vous là. Est-ce que vous, la télévision, vous mettez ça dans les écrans? Alors, pour la DMLA, la télévision, elle est géniale. Parce que grâce à la télévision, ils vont pouvoir utiliser des aides optiques. On met un objet sous je sais pas quoi là, un lecteur, un projecteur, voilà, et on a l'objet en grand sous sa télévision. Donc la télévision, pour moi, c'est génial pour les DMLA. Ça n'a jamais donné de DMLA de regarder la télévision. Ce qui est pas bon, c'est les écrans de façon continue, comme dit M. Amblard. Les écrans, y passer toute la journée dessus, c'est pas bon pour plein d'autres choses. Déjà parce qu'on n'est pas dehors, enfin, pas d'activité, on ne bouge pas, etc. Et puis pour la myopie, parce que ça vous concentre sur une vision proche, etc. Pour la DMLA, ce n'est pas si dangereux que ça. Mais les écrans, il y a le téléphone, les tablettes et l'écran d'ordinateur, c'est ça? Oui, tout ça mélangé. Pour moi, c'est pareil. Alors, il y a de la lumière bleue, tout ça. Bon, il y a des filtres, mais très franchement, par rapport à la lumière du soleil qui est énorme, c'est pas très grave. Alors, la question se pose pour la luminothérapie, parce qu'effectivement, ça a été pas mal controversé. Voilà. Oui, c'est ça. Ça fait du mal, l'écran, à tout ça, au rythme circadien. On ne se couche pas, on mange mal, on est tout le temps déréglé. On sait bien que chez les jeunes, l'écran, c'est très méchant, pas pour les yeux, surtout aussi pour tout le reste. Il y avait quelqu'un au premier rang qui tend la main depuis désespérément. 2 dames, là. Je regardais derrière, excusez-moi. Merci. Bonjour docteur. En fait, vous avez attiré notre attention également, et grâce à madame de l'association aussi tout à l'heure, sur la conjonction myopie, et je dirais même très forte myopie, par la dame qui est intervenue au niveau de la cataracte, donc on va dire très forte myopie, opération de la cataracte et hérédité de DMLA de part et d'autre chez les parents. Est-ce qu'on voit avec cette conjonction, grosso modo, ce qui se passe au niveau de la survenue de la DMLA, puisque de toute façon on y sera confronté pour... Dans la myopie maladie, c'est-à-dire la très forte myopie, au-delà de 6 ou 9 dioptries par exemple, il y a une choroïdose myopique, c'est-à-dire que la rétine est très étirée, et on a d'ailleurs dans cette choroïdose myopique le risque, qui est le plus inquiétant, de rupture de la membrane de Bruch, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça qu'on surveille. Il peut y avoir des hémorragies, etc. Ce n'est pas une DMLA au sens déjacence maculaire liée à l'âge, mais c'est une atteinte maculaire. Merci beaucoup. Et ça se traite un peu comme la DMLA. Il y a madame aussi ici qui voulait absolument parler. Voilà. Merci, monsieur. Oui, bonjour. C'est une question, pas personnelle vraiment, mais d'ordre général. Vous m'entendez? Tout près de vous. Non, collez ça, là. Comme ça. Là. Ah, pardon, voilà. Ah, d'accord. Sur le tabac. Est-ce que, c'est un peu personnel quand même, c'est vrai, si j'arrêtais aujourd'hui de fumer alors que j'ai fumé toute ma vie, est-ce qu'il y aurait une amélioration ou pas? Alors, le tabac, c'est pas compliqué, ça se compte en paquets années. Ça se compte en paquets années. Ça veut dire que si vous fumez un paquet pendant 20 ans, ça fait 20 paquets années. Il faut 20 ans pour revenir à zéro. C'est un peu déprimant. Donc oui, c'est comme ça que ça se compte. Alors, vous pouvez garder le micro. On compte en paquets années. Vous pouvez garder le micro. Hein. Oui.
Ça veut dire que si vous fumez un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans, ça fait 20 paquets années. Pour revenir à zéro, il ne faut pas s'arrêter. Il faut s'arrêter pendant 20 ans. Et là, on sera à zéro. Ah, dans 20 ans, alors. Bon, là, dans 20 ans. C'est trop tard. Exactement. Ça ne pousse pas tellement à s'arrêter. Alors, le deuxième conseil que je donne, c'est de jamais s'arrêter brutalement. Parce qu'on a des cancers de la vessie. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ah, ben voilà. Oui. Mais par contre, diminuer, c'est obligatoire. Il faut absolument diminuer. Absolument. Voilà, absolument. D'accord. Oui, parce de que toute façon, il paraît qu'en vivant à Paris, on fume 6 cigarettes par jour. Donc bon. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui. Cigare. C'est bien. Un peu moins, c'est moins. Oui. Bonjour, je voulais savoir, c'était pour une amie qui a plus de 90 ans, qui a une DMLA sèche et une humide, est-ce qu'elle peut commencer à faire de l'orthoptie? Il faut faire un bilan, absolument. Il faut faire un bilan. Il y a toujours l'espoir de trouver une zone qu'on pourrait rééduquer. D'accord. Voilà. Donc, elle je fait vais ses lui dire. piqûres pour la DMLA humide, j'imagine. Comment? Oui. Elle fait des piqûres pour la DMLA humide. Oui, mais elle sent que ça Oui, mais il faut qu'elle voie une orthoptiste qualifiée. Okay. Exactement. Il faut savoir que moi, j'ai des patients de 100 ans et qui récupèrent leur vision. Hein. Incroyable, hein, et qui sont bon pied, bon oeil, c'est le cas de le dire. Alors ça, c'est un peu compliqué, on va en parler après. Je ne prends pas de nouveau depuis 5 ou 6 ans, parce que normalement, je suis à la retraite. Mais en fait, j'adore mon boulot, je n'arrive pas à arrêter. Donc bon, c'est un autre problème. Madame? Mais je vais vous donner des adresses. Je voudrais savoir si la tension oculaire a un rapport avec la DMLA. Alors, aucun rapport réel, direct. Malheureusement, on a souvent les deux, parce que la vie est faite comme ça. Mais non, il n'y a aucun rapport. Et on prend la tension toujours. En fait, quand les gens viennent, on leur demande toujours s'ils ont des antécédents dans la famille de DMLA et de glaucome. Il n'y a pas de chance, il y a des gens qui ont les deux. Voilà. Mais c'est tout, il n'y a pas de lien. Et quelle est la tension oculaire relativement normale? Est-ce que c'est à 14 ou est-ce que c'est à moins? Alors, ça ne veut absolument rien dire pour plusieurs raisons. La question est intéressante, mais elle ne concerne absolument pas notre topo du jour. En fait, la pression intraoculaire, on disait autrefois il faut avoir moins de 21. C'était n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, on mesure, moi je le fais systématiquement parce que ma machine le fait systématiquement, l'épaisseur de la cornée. C'est assez logique. Pour prendre la tension oculaire, on envoie un jet d'air et c'est avec la force avec laquelle il revient qu'on sait combien est la pression dans l'œil. D'accord ? Si la cornée est très épaisse, j'aime bien expliquer ça avec les pneus. Votre vélo, il a un pneu de VTT. Pour savoir s'il est gonflé, vous allez devoir appuyer beaucoup plus fort que sur un pneu de vélo de course où il est très fin et vous sentez en direct tout ça. Donc c'est exactement la même chose. Si la pression est très élevée, mais le pneu, donc votre cornée est très épaisse, vous allez mesurer 25, et en fait il y a 650 de trucs, et il n'y a même pas 15. Et puis d'autres, ils vont avoir 15, et en fait une cornée tellement fine qu'ils ont 18. Et cela, bon. Et puis alors il n'y a pas de chance pour compliquer tout ça, il y a 30% des glaucomes qui sont à pression normale. Alors là, c'est pas de chance du tout, ils ont une pression impeccable, rien, mais c'est mal perfusé, et donc ils ont un glaucome. Parce que le glaucome, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est un problème du nerf optique. Et le nerf optique, il est ou écrasé par la tension qu'il y a dans l'œil, ou mal vascularisé. Donc dans les deux cas, il est atteint. Voilà. Mais ce n'était pas le sujet. On va peut-être mettre fin à la... Encore une dame? Oui. Je ne sais pas si encore une... Oui, tout à l'heure, en parlant des mélas sèches, j'ai cru comprendre à vos propos qu'il y avait quand même certaines choses à faire. Et là, moi, je suis allée voir un professeur au 15-20, il y a une quinzaine de jours, qui m'a pris une petite fortune, d'ailleurs en honoraire, et qui m'a dit que la DMLA sèche, il n'y avait rien à faire. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est que malheureusement c'est la plus fréquente et celle sur laquelle il y a des recherches, mais le moins de traitements efficaces aujourd'hui. Mais il y a l'orthopsie, les médicaments, donc arrêter de fumer, l'alimentation adaptée, tout ce que vous allez prendre là, comme il y a même des recettes, etc. Donc vraiment changer son hygiène de vie. Et puis
allez voir Cathy pour développer des zones autour et augmenter. Cathy ou une orthoptiste basse vision. Il y a plein de choses à faire, mais c'est ce qu'on reprochait tout à l'heure. Très souvent, ce que disait madame, les ophtalmos ne pensent pas aux orthoptistes. Voilà, dommage. Je pense que le jour où ils sont atteints, ils sont bien contents de les trouver. Alors, les orthoptistes, bon, Cathy Bernard, elle est au 15-20 et elle est là, mais vous avez aussi, quand vous appelez des orthoptistes, ils sont dans l'ANMER, hein, il faut leur demander s'ils sont spécialistes basse vision. C'est ça qu'il faut. Il vous faut une ordonnance, oui. Pour c'est remboursé, il faut une ordonnance, c'est coté différemment quand c'est de la basse vision. C'est mieux coté parce que c'est plus long. Vous avez vu qu'elle a des examens longs à faire, et donc évidemment, les séances sont plus longues. Bon, je propose que, oui, on s'arrête peut-être ? Voilà, parce qu'on avait prévu du temps, donc vous avez vu tout ce qu'il faut retenir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas de remercier la CPTS qui a organisé tout ça avec la mairie, et à qui je dois une faire chandelle.